Je vous remercie tout d'abord de votre présence. Je tenais également à remercier le Journal du Vrac pour m'avoir invité à partager ce moment avec vous sur l'échantillonnage. L'échantillonnage reste un milieu très, très discret, mais dans tous vos process, il a un rôle important dans le contrôle du process, dans la sécurité du process, mais on reste sur on va dire un marché de niche, mais je suis très heureux d'avoir cette occasion de partager avec vous ces quelques mots, ces 35 à 40 minutes pour parler de l'échantillonnage. Donc durant ce laps de temps, je vais essayer de balayer avec vous les grands thèmes, on va dire pourquoi échantillonner, balayer un peu les raisons principales de l'échantillonnage. Derrière le terme comment échantillonner, on pourrait y passer des journées, donc je vais essayer en une demi-heure de balayer comment échantillonner, comment s'y prendre, quelles sont les solutions qui existent à ce jour. Donc, je m'appelle donc Didier Mellet, je suis le gérant de Labocontrol. Donc, Labocontrol est une société basée à Poitiers et nous œuvrons depuis maintenant plus de 30 ans sur le métier de l'échantillonnage et l'échantillonnage exclusivement. C'est véritablement notre métier. Donc, notre métier, c'est la conception de solutions d'échantillonnage et bien sûr la commercialisation de toutes les solutions d'échantillonnage de poudre, de liquide ou de gaz, et dans quelques secteurs d'activité que ce soit. Donc on balayera aussi bien les secteurs de l'agroalimentaire, de la chimie, de la pétrochimie, de la pharma, de la cosméto, on intervient dans le nucléaire également, et on sera principalement focalisé sur les métiers industriels. En gros, pour résumer mon métier, dès qu'il y a des poudres, des liquides ou des gaz qui circulent dans des conduites, qui sont stockés dans des containers, qui sont stockés dans des cellules, on est censé être en mesure de proposer une solution d'échantillonnage à notre client. Je voulais commencer ma présentation, un petit préambule sur échantillonnage. L'échantillonnage, c'est un terme assez vague, donc je voudrais un peu réduire le champ de mon intervention. Échantillonnage manuel ou échantillonnage automatique. Alors j'ai trouvé ces petites images les jeunes générations, cette image ne leur parlera peut-être pas beaucoup. Donc c'est le fameux Shadok. Pourquoi j'ai choisi cette image? En gros, c'est pour parler de la loi de Murphy. Je ne sais pas si vous connaissez cette loi. Qui est Murphy? Murphy est un ingénieur américain de l'aérospatiale, disons on va dire du XXe siècle, qui conduisait des expériences. Et lors d'une de ces expériences, son collaborateur a fait malencontreusement une erreur, et donc toute ton expérience est tombée à l'eau et les résultats ont complètement été faussés. Donc il a dit cette fameuse phrase « If that guy has any way of making a mistake, he will ». Traduit en français, si ce gars a la moindre possibilité de faire une erreur, il la fera. Tout ça pour dire que si vous confiez l'échantillonnage à un opérateur, la pratique d'un échantillonnage manuel, la probabilité pour qu'il y ait des erreurs liées à cette prise d'échantillon, elle est très 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 forte. Le facteur humain, puisqu'il peut intervenir par des contaminations, ou un manque de répétabilité, enfin, des risques de pollution, un oubli, une négligence. Tout ça pour vous dire que mon propos aujourd'hui va porter exclusivement sur l'échantillonnage, non pas l'échantillonnage manuel, mais l'échantillonnage automatique. Donc je réduis le spectre de mon intervention pour que ça soit aussi plus clair pour vous. Donc on va parler d'échantillonnage automatique et d'échantillonnage représentatif. Puisque, à mon sens, si vous investissez dans une solution d'échantillonnage, il faut absolument que cet échantillonnage soit représentatif de votre process. Si vous échantillonnez et si vous avez des doutes sur la qualité de votre échantillon, si vous pensez que vous avez bien échantillonné, mais que l'échantillon n'est pas représentatif de votre process, autant pas investir dans une solution d'échantillonnage. Donc, la constitution d'un échantillon représentatif, qui est l'action de capturer un volume limité de produits depuis un circuit
et qui reflète avec précision toutes les caractéristiques du lot ou du batch de votre produit, c'est la mission que devra remplir l'échantillonneur que vous installez sur votre installation. Si cette mission-là n'est pas remplie, je veux dire, ou vous avez été mal conseillé, ou la solution choisie n'est pas la bonne, ou il se peut qu'à un moment donné, des informations ont été oubliées, et ce qui fait que la solution a été installée, tout fonctionne bien, mais elle n'est pas adaptée à votre process. L'échantillonnage représentatif, c'est véritablement ce que vous devez rechercher lorsque vous mettez en place une solution d'échantillonnage. Pourquoi échantillonner ? Alors, je vais lister ici un certain nombre de points relatifs aux raisons qui peuvent motiver tout industriel à échantillonner. Je vais commencer par vous faire peur un petit peu. On va parler de la sécurité. Quelques chiffres concernant les rappels de produits alimentaires. Donc ça, c'est une étude qui a été menée par par le journal 60 millions. De janvier 2014 à décembre 2015. Donc sur cette étude, il ressort que 50% des rappels de produits sont liés à des contaminations microbiologiques. Des Escherichia, des salmonelles, etc. Donc pour 50% des lots récupérés, la raison, rappelée, on va dire, la raison était une contamination microbiologique. Pour 20%, c'est la présence de corps étrangers. Donc corps étrangers qui peuvent être issus, j'allais dire, du process, de l'installation elle-même. 20% des allergènes qui n'ont pas été signalés, donc qui sont liés effectivement donc, à l'installation, et divers 8%. Donc la contamination microbienne, vous voyez, elle est responsable pour 50% des rappels. Une autre étude qui va un peu dans le même sens, là c'est l'assureur, parce que les rappels ça coûte cher et les assureurs sont les premiers à en subir, bon vous allez me dire ils sont là pour ça, mais la répercussion se fait très fortement également à leur niveau. Donc c'est une étude monde de 2012 à 2017. Allianz chiffre à près de 8 millions d'euros le montant des rappels de produits sur 367 réclamations, et ça concernait 12 secteurs d'activité, 28 pays. Donc autant vous dire que les rappels de produits ont un coût énorme, et là ce sont les coûts directs qui sont liés au coût de rappel des produits, de destruction, etc. Cela ne chiffre pas les coûts relatifs à l'image d'une marque, à l'image d'un industriel sur ce qu'on peut appeler, ce qui peut être perçu comme une négligence à un moment donné. Donc l'aspect sécurité est à mon sens le critère numéro 1, la question numéro 1 que vous devez vous poser lorsque vous raisonnez le choix de la mise en place d'une solution d'échantillonnage. Alors de cette sécurité va découler la politique d'assurance qualité. La politique d'assurance qualité va intégrer cette notion de sécuritaire et en quelque sorte, toute votre politique d'assurance qualité va obliger la production, va obliger les équipes en charge du process de mettre en place cette solution d'échantillonnage pour être en mesure de constituer un échantillon précis, un échantillon fiable, pour que derrière, au laboratoire, les gens qui font des analyses sur cet échantillon bossent sur quelque chose de fiable. Parce qu'une fois encore, si vous avez le meilleur des laboratoires qui travaille avec des précisions, enfin, qui a très bonne qualité de travail, etc., mais si vous lui fournissez un échantillon qui n'est pas représentatif de votre travail, de votre process, des batchs que vous mettez en marché, j'allais dire, les résultats de l'analyse, ils auront beau être fiables, précis, mais ils ne vaudront absolument rien du tout, parce que vous ne lui aurez pas donné la bonne matière, les bonnes cartes pour faire son travail. Les raisons d'échantillonnage, ça peut être également dans le cadre de l'optimisation du process. Je peux citer notamment des prises d'échantillons qui sont installées sur des dispositifs de séchage. Pour l'évaluation du séchage, je sais qu'il y a parfois, lorsqu'on valide un pilote, notamment sur un nouveau produit, on a besoin de qualifier les temps de séchage, de qualifier les temps de séchage, des températures de séchage. Et très souvent, une prise d'échantillon pourrait être installée derrière sur ces pilotes pour dire, tiens voilà, j'ai
mon batch de produit, je suis rendu à 80% de matière sèche, 85%, j'ai conduit mon séchoir à telle température pendant tel temps. Derrière, c'est des coûts économiques, c'est des qualités de produits. Et tout ça, la validation du process ne pourra se faire si vous n'êtes pas capable d'aller chercher le produit que vous venez de fabriquer à un instant T, vous ne pourrez pas faire les réglages au niveau de votre process. La prise d'échantillon pourra intervenir donc au moment de la qualification d'un process pour définir la qualité de travail et le réglage, je veux dire, de votre installation. Ça peut être aussi la connaissance produit. Vous avez un produit qui va être séché, qui va être filtré, qui va être tamisé, etc. Donc vous avez besoin, au fur et à mesure de votre process, de connaître les étapes, l'évolution de votre produit tout au cours du process. Donc une prise d'échantillon, ça ne sera peut-être pas forcément une prise d'échantillon, mais ce sera plusieurs prises d'échantillon qui viendront s'installer à différents points de votre process. Et chacune des prises d'échantillon pourra vous donner un instant T, pourra vous permettre de définir les caractéristiques de votre produit et vous dire, je suis arrivé à un stade où j'ai suffisamment, la granulométrie de mes produits correspond à ce que je recherchais. Donc voilà, je valide mon process et je peux également voir que j'ai séché pendant ce produit-là, ce batch de produit-là, il régit de telle façon en X minutes de tel process. Donc la connaissance de produit pourra être acquise notamment donc, par la mise en place de prises d'échantillons aux différents stades de vos process. Bien sûr, des raisons environnementales, protection de l'environnement, protection des hommes, j'allais dire. Donc derrière l'environnemental, vos produits interfèrent avec l'environnement. À un moment donné, il peut y avoir des émissions de produits vers l'atmosphère, il peut y avoir des contacts avec les opérateurs. Tous ces éléments-là, représente un danger donc pour l'environnement et l'opérateur. L'opérateur qui interviendra au niveau du process, qui interviendra au niveau de la prise d'échantillon. Donc votre prise d'échantillon, elle devra penser à respecter tous ces éléments-là. Si vous êtes sur les métiers de la chimie, échantillonner une poudre devra se faire dans un certain contexte, dans un certain environnement, pour protéger les opérateurs qui viendront à un moment donné relever les flacons d'échantillonnage. Tous ces éléments sont également à prendre en compte. Dans la mise en place de la prise d'échantillon. Pourquoi je veux échantillonner? Parce que j'ai un risque environnemental, donc je veux vérifier que mon produit à ce stade-là n'est plus polluant. Et je raisonne ma prise d'échantillon par rapport au fait que derrière, il va y avoir des opérateurs qui vont récupérer ces flacons de prélèvement, qui vont les acheminer jusqu'au laboratoire, qui vont être amenés à intervenir dans des environnements qui peuvent être parfois dangereux. Donc toute la prise d'échantillon devra être également raisonnée par rapport à ces aspects risques environnementaux et humains. Et de cela découlent toutes les raisons réglementaires. De plus en plus, au regard de tous les aléas liés aux productions des poudres, c'est valable pour les liquides, pour les gaz, des règlements, des normes, des choses sont mises en place pour vous contraindre, vous obliger à échantillonner. Aujourd'hui, j'ai des clients qui ont des unités de séchage de certains produits. L'unité de séchage ne redémarre pas tant que ça n'a pas été validé par les services vétérinaires parce qu'on a besoin d'avoir une prise d'échantillon pour valider un process. Donc, la raison réglementaire est également un point capital dans cette mise en place de solutions de prélèvement. Et également, au final, des demandes de clients. Vous êtes industriel, vous fournissez vos clients à un autre industriel qui, lui, leur reconditionne et le revend au consommateur final. Il attendra de vous que vous soyez irréprochable dans la qualité des produits que vous lui fournissez. Une des preuves de la qualité de votre travail, ça sera de lui fournir les échantillons. Votre client final, qui est un autre industriel, pourra exiger de vous un échantillon
par batch, par lot de produits que vous lui fournissez. Ça ne l'empêchera pas de lui de son côté de faire également un prélèvement à l'arrivée du camion que vous lui aurez expédié, mais ça lui permettra de dire voilà, mon fournisseur m'a fourni tel produit, il m'a échantillé sur la base de tel échantillon. Lui, de son autre côté, il fera un prélèvement de la matière première des camions qui arrivent dans son usine, et il fera une comparaison de ces deux échantillons. Et s'il y a un écart, il y aura sans doute des discussions. Donc, la demande client est également une raison de mise en place d'une solution d'échantillon. Donc, vous voyez, les raisons de mettre en place des échantillons sont nombreuses. Certaines plus contraignantes que d'autres, certaines malheureusement, ou heureusement pour le consommateur, plus ou moins obligatoires, mais les raisons sont véritablement nombreuses. Vous êtes convaincu, vous êtes décidé de mettre en place une prise d'échantillon, vous avez votre process, maintenant il va falloir choisir. Il va falloir se dire, voilà, j'ai besoin d'une prise d'échantillon, je vais me rapprocher d'un spécialiste de l'échantillonnage, et là il va falloir commencer à échanger. Parce que notre métier, de notre côté, en tant qu'industriel de l'échantillonnage, nous connaissons très bien nos produits, nous savons comment ils fonctionnent, leurs caractéristiques. Vous, de votre côté, vous avez tous vos équipements, vos installations, vos produits. Les poudres sont de plus en plus compliquées. J'estime qu'aujourd'hui, échantillonner des poudres est beaucoup plus complexe que d'échantillonner liquide, parce que les poudres deviennent de plus en plus complexes à travailler. Donc, à un moment donné, il va falloir avoir un échange entre vous-même, nous-mêmes industriels, pour avoir ce partage d'informations, pour définir le préleveur adapté à votre solution, à votre application. Donc le modèle de préleveur sera déterminé à partir d'un certain nombre d'éléments. Le média, donc on va parler du produit, le produit qui doit être échantillonné. On va parler des caractéristiques de l'échantillon. Vous avez un produit échantillonné, mais vous voulez constituer un échantillon. Mais derrière le mot échantillon se cache tout un tas de caractéristiques, de questions à se poser, et il faudra être capable de répondre à toutes ces questions. Et enfin, les caractéristiques de l'installation. Il va nous falloir partager sur l'endroit, le type d'installation sur lequel va être installée la prise d'échantillon, l'environnement dans lequel sera installé l'échantillonneur, pour définir la solution adaptée à votre application. Le média. Vous voyez, vous avez ici, j'ai regroupé un certain nombre de photos de produits que l'on est capable d'échantillonner. Sachez que d'une façon générale, les solutions d'échantillonnage qui existent aujourd'hui, à un moment donné, je disais, on est capable d'échantillonner 100% des produits. Alors, je me suis fait piéger une fois. Donc, depuis, je dis plus 100%. Mais sachez qu'aujourd'hui, avec les techniques qui existent aujourd'hui, on est capable d'échantillonner des poudres qui démarrent à quelques microns et de monter jusqu'à des granulométries. Donc, on parle de granulés, mais de monter jusqu'à 40 mm. Donc, prélever des granulés de 40 mm. Donc, avec une gamme d'échantillonneurs. Bien sûr, ça ne sera surtout pas le même échantillonneur, vous l'avez compris, mais globalement, les technologies qui existent aujourd'hui, de tout ce qui est produit vrac, on va dire, nous permettent de balayer cette classe de 10 mm à 40 cm, à 4 cm, de 10 microns à 4 cm. Alors, les questions qu'il va falloir se poser, quel est le produit échantillonné? Alors, on va évoquer la nature du produit. La nature du produit. La nature du produit sera important pour nous de savoir de quel type de produit il s'agit. Je peux très bien travailler sur un dossier d'échantillonnage où on me met le nom du produit, c'est X. Ça nous va très bien parce qu'on comprend que parfois, il y a des notions de confidentialité. On n'a pas à connaître le nom de notre produit. Éventuellement, on n'a pas à savoir sa marque, l'application. Mais on a besoin de savoir ce qu'est ce produit. Donc, en termes de nature, est-ce qu'on est sur un produit de nature alimentaire? Est-ce que ce sera un produit chimique? Est-ce que ce sera dans le domaine de la cosmétique, pharmaceutique? Est-ce qu'on sera minéral? On peut être très bien sur des graines. Est-ce qu'on sera de nature plastique? Donc vous voyez, on a besoin dans une première étape, définir pour nous, de comprendre dans quel métier, dans quel environnement on est. Première caractéristique. Deuxième caractéristique,
les propriétés physico-chimiques du produit. Donc là, on va commencer à creuser un petit peu plus en termes quelle est la densité du produit, quelles sont la taille des particules, quelle est l'humidité du produit, quelles sont ses caractéristiques en termes d'angle de talutage, etc., etc. Dans un premier temps, toutes ces caractéristiques physico-chimiques de base, et ensuite on vous demandera un certain nombre de qualificatifs. Ces qualificatifs seront issus, j'allais dire, des caractéristiques physico-chimiques, mais ils nous permettent souvent de bien comprendre. Est-ce que le produit est fluide? Est-ce que le produit est collant? Est-ce que le produit est cohésif? Est-ce qu'il est inflammable? Parce que ça veut dire que si on est sur un produit inflammable, on sait que dans notre tête, on aura un certain nombre de réflexes, on dira, bah, ça y est, dans ma gamme, j'ai un certain nombre de solutions qui ne sont pas adaptées à ce produit. Est-ce que le produit est corrosif? Qui dit corrosif, dit appel à des métaux spéciaux pour ne pas que l'échantillonneur, au bout de quelques semaines, soit complètement rejeté par votre produit, etc., etc. Donc, tous ces éléments nous permettront sans connaître le nom de votre produit, de savoir qui il est et comment il se comporte. J'ai oublié en préambule, si vous voulez m'interrompre, si j'ai oublié quelque chose, s'il y a un point que vous voulez éclaircir pendant ma présentation, n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà, qualificatif produit. Donc, notre objectif est véritablement comprendre votre produit, qui il est. Puisqu'à un moment donné, il va avoir interféré avec notre échantillonneur. Donc, on a besoin véritablement de comprendre comment il va se comporter. Alors, on a identifié le produit, on connaît toutes ses caractéristiques, on voit un petit peu déjà à peu près comment il va se comporter. Ensuite, on aura besoin de savoir, et vous aurez absolument besoin de définir de quel type d'échantillon il s'agit. Ce n'est pas notre métier. Notre métier sera de vous fournir la solution d'échantillonnage qui répond à votre besoin. Notre métier, ça ne sera pas de vous dire, ben voilà, sur votre application, vous devez prélever de telle sorte, vous devez constituer des échantillons de tel poids, tel volume. Ça ne sera pas de notre métier. À chaque fois que nous, en tant que professionnels de l'échantillonnage, vous nous sollicitez, vous solliciterez par rapport à ce point. On nous dira, retournez-vous vers vos services qualité, et posez-vous la question de quel échantillon avez-vous besoin, et à partir de ça, donnez-nous ce cahier des charges, et nous, on vous proposera la solution qui correspond à votre besoin. Mais en aucun cas, notre rôle sera de vous dire, bah, vous travaillez avec telle loi statistique, ce sera votre métier, qui sera votre décision, qui sera, et très souvent, propre à vos métiers, aux raisons pour lesquelles vous mettez en place une prise d'échantillon et également par rapport à vos process, par rapport à vos contraintes. Donc par contre, on aura besoin de savoir quelle est la nature de l'analyse. Posez-vous la question de quel type d'analyse vous avez besoin à opérer sur l'échantillon. Est-ce que ça sera une analyse physique? Est-ce que vous avez besoin de déterminer la granulométrie de vos échantillons? Est-ce que ça va être lié à une analyse de type biologique? On ne prélèvera pas un échantillon biologique comme on prélèvera un échantillon où on aura besoin de faire une mesure granulométrique. Vous avez un produit friable, vous avez besoin de faire des mesures de taille de particules. Si on vous propose un échantillon qui vient détruire la granulométrie ou qui vient modifier la granulométrie de vos produits, notre échantillonneur apportera un biais, bien sûr, dans les résultats que vous obtiendrez. Et je reviens à ce que je disais en préambule, vous avez un échantillon qui a été prélevé, mais qui n'est pas conforme, qui n'est pas représentatif de votre process. Donc la meilleure analyse que vous sortirez de cet échantillon, eh ben, elle ne vaudra absolument rien du tout. Et vous récupérez des résultats trompeurs qui pourront avoir un certain nombre de conséquences pour vous. La nature du contenant. Alors c'est un petit détail. Mais parfois, on a quasiment, comment vous dire, presque défini la prise d'échantillon. Et la question finale, c'est la taille du flacon. Est-ce qu'on va prélever dans un flacon? Est-ce qu'on va prélever en sachet? Même si c'est anodin,
je peux vous dire que très souvent, bah non, ça sera un flacon, ah bah non, des fois ça sera 500 grammes, des fois ça sera un sachet stérile. Cette petite question anodine, enfin, on la rencontre régulièrement, mais quand on imagine, elle a... Comment dire, elle a énormément de conséquences parce qu'on pourra vous demander de stocker des échantillons. Stocker des échantillons d'un litre dans un flacon, si vous prenez des échantillons, je vais dire toutes les heures, vous pouvez imaginer le stock que demain pourra représenter, le volume que pourra représenter cette prise d'échantillons. Donc tout ça, ce sont des petites questions qu'il faudra vous poser à un moment donné, mais à un moment donné, elles rentreront dans la décision finale de la prise du choix de la prise d'échantillons. Les conditions de prélèvement. Les conditions de prélèvement, les questions auxquelles il faudra répondre. Est-ce qu'on doit prélever dans des conditions stériles? Est-ce que l'on doit prélever? Est-ce que le process est sous atmosphère contrôlée, enfin environnement azote? Donc ce qui voudra dire que derrière, il faudra raisonner sur une prise d'échantillon qui devra être soit stérile, être en mesure de réaliser des prélèvements stériles, ou une prise d'échantillon qui sera étanche, qui vous permettra de préserver, j'allais dire, l'intégrité de votre process. Car en aucun cas, et je reviendrai là-dessus, la prise d'échantillon ne doit pas interférer avec votre process. C'est souvent une des craintes que peuvent avoir les industriels, c'est que la prise d'échantillon induisent un biais, une contamination, mais en aucun cas, dans tous les cas, la prise d'échantillon devra être complètement neutre et évidemment en aucun cas entraîner un biais, j'allais dire, ou modifier l'intégrité de votre process. Le plan d'échantillonnage. Le plan d'échantillonnage, ça sera un peu l'application de la fameuse loi statistique, si vous raisonnez par rapport à une loi statistique. Et ça, ce sera très important. Enfin, pour l'évoquer, j'ai essayé de l'illustrer comme ça. Donc, vous partirez d'un échantillonneur. Donc, déjà, on se dira, quelle taille de flacon? Grand flacon, petit flacon? L'autre question, est-ce que j'ai combien de temps pour échantillonner? Je vais échantillonner en 5 minutes ou ma prise d'échantillon, je vais la faire en 30 minutes. Derrière ça, autre question, pour faire mon échantillon, j'ai besoin de 8 prélèvements pour constituer mon échantillon. Je veux 800 grammes, est-ce que j'ai besoin de 8 fois 100 grammes? Ou finalement, je vais me contenter de 4 prises d'échantillon? Ou encore, j'ai toujours mes 8 prélèvements pendant mon process, et après l'espace, est-ce que finalement je vais me contenter de 4, mais j'en prendrai un tous les demi-heures au lieu d'en prendre un tous les quarts d'heure? Donc ça sera intégré également. Ou alors, mon échantillon, je vais faire 3 petits prélèvements, ou alors j'en fais 3 gros. Alors 3 gros, ça sera bien sûr à définir. Ou bien alors, je me contente de 4 prises d'échantillon, mais espacées de quelques minutes, ou alors mes 4 prises d'échantillon, je les espacerai plus dans le temps. Tout ça pour vous dire que cette prise d'échantillon, les prélèvements, le nombre de prélèvements, l'espace de temps entre chaque prélèvement, etc., ça sera à vous de nous dire. On pourra vous apporter nos conseils, notre expérience par rapport à cette prise, à ce choix. Mais tout ça, ce sera des critères qui rentreront à un moment donné dans le préleveur qui sera installé. Puisque si on veut faire des prélèvements de quelques grammes ou des prélèvements de 100 grammes, l'échantillonneur ne sera pas le même. Si on veut prélever une fois toutes les minutes ou éventuellement on veut prélever en continu, la prise d'échantillon ne sera pas la même. Donc tous ces critères rentreront donc en ligne de compte pour définir le choix de l'échantillonnage, l'échantillonneur. Caractéristiques de l'installation. On a vu le média, on a vu le plan d'échantillonnage que vous avez prévu, et ensuite, à un moment donné, l'échantillonneur sera installé sur votre équipement. Alors, où sera installée la prise d'échantillon? Le lieu d'implantation. Ça peut être sur une conduite, ça peut être sur une trémie, ça peut être sur une trémie sous pression, ça peut être un transfert pneumatique. Donc tous ces éléments seront absolument à prendre en compte pour définir les caractéristiques de l'échantillonneur. Les caractéristiques de votre flux, nature du flux, est-ce qu'on est sur un flux gravitaire, est-ce qu'on est sur un flux dans une conduite un transfert pneumatique, quel est le sens du flux, est-ce qu'on est sur un flux horizontal, est-ce qu'on est sur un flux du haut vers le bas, est-ce qu'on est sur un flux du bas vers le haut,
tous ces éléments, une fois encore, seront capitaux pour définir la prise d'échantillon. Et bien sûr, le débit. Les débits, on n'installera pas les mêmes prises d'échantillons. Si vous êtes sur une installation qui a un débit de 2 tonnes ou sur des installations qui ont un débit 10 fois plus important. Donc tous ces éléments, une fois encore, seront des critères qui permettront d'orienter le choix de la prise d'échantillon. Sans oublier, bien sûr, tous les environnements contraignants. Est-ce qu'on est en environnement ATEX, etc. Donc à intégrer aussi. Bon, tout ça fait partie de notre quotidien. Et bien sûr, on peut faire appel à d'autres normes pour déterminer, j'allais dire, rentrer dans le cadre des contraintes que vous pouvez avoir sur site. Voilà, on a la prise d'échantillon, on sait quel type d'échantillon on veut constituer, on sait où est-ce qu'on va installer la prise d'échantillon. On va regarder maintenant, dans toute la gamme d'échantillonneurs possibles, ce qu'il est possible de regarder. Je vais vous présenter donc maintenant les modèles de préleveurs. Il nous reste un petit quart d'heure. On va aller balayer un peu dans les grandes lignes les principales solutions d'échantillonnage. Certaines de notre gamme, certaines de mes confrères, mais je suis là pour vous donner un éclairage de ce qui existe sur le marché et essayer de vous présenter les technologies qui existent. Donc les échantillonneurs pourront être classés soit par technologie, soit par zone de prélèvement. Comment va se faire le prélèvement au niveau de l'échantillonneur ou le mode de constitution de l'échantillon. Alors, si on s'adresse aux technologies, on va évoquer la première technologie qui est une technologie dite Aspire. Pour illustrer, vous avez ici un échantillonneur technologie Aspire. En gris, le flux gravitaire dans lequel circule le produit, du haut vers le bas. Le produit va arriver au niveau de la sonde de prélèvement dans laquelle se trouve une spire en rotation. Donc le produit va descendre dans cette lucarne, va être happé par la spire en rotation et l'échantillonneur va ramener l'échantillon jusque dans un flacon de prélèvement. À l'issue de prélèvement, rotation en sens inverse, on vient faire une purge de la sonde de prélèvement, ce qui nous permet d'avoir une sonde vide de produit à un instant T, ce qui nous permettra de reproduire un nouveau prélèvement à l'instant T+1 et de partir avec une sonde propre. Voilà le principe de la technologie dite Aspire. J'ai mis ici trois versions différentes avec des caractéristiques. Je ne rentrerai pas dans le détail des caractéristiques de chacun des échantillonneurs. Sachez qu'il existe des solutions pneumatiques, des solutions électriques, ATEX ou pas, mais vous voyez, là, 3 solutions, 3 points communs. Vous avez à chaque fois une motorisation, pneumatique ou électrique. Vous apercevez la spire qui sort à l'extrémité de la sonde qui sera dans le process et la petite lucarne de prélèvement qui permet de happer le produit. Sur celui du bas, vous avez 2 lucarnes. La lucarne supérieure qui permet de capter le produit et vous avez la lucarne inférieure qui va permettre le rejet du produit dans la phase de purge, de purger la sonde de produit et le produit redescendra par gravité. À chaque fois, point commun, vous avez la sortie et différentes façons d'installer un flacon, un sachet ou un contenant, quel qu'il soit. Donc, technologie dite Aspire. Un système dit à piston ou tiroir. Alors, je parlerai davantage de piston, j'aime pas ce terme de tiroir. Le principe, vous avez le corps d'échantillonneur et vous avez un piston qui va faire des allers-retours dans le process. Donc, vous imaginez l'extrémité dans votre process, imaginez une trémie, le piston sort dans la trémie, le produit vient remplir la zone de prélèvement que vous avez vu apparaître. Je peux la lancer pour continuer. Donc il va venir remplir cette zone, le produit va être amené à l'intérieur du corps de l'échantillonneur et va descendre dans le tube en partie sur la gauche que vous voyez et qui sera collecté dans le flacon d'échantillonnage. Système dit à piston ou tiroir. C'était pour illustrer le fonctionnement.
différentes technologies, donc un système à piston que vous voyez en haut à gauche, un autre système qui sont deux systèmes pneumatiques. Ces systèmes-là, j'en connais très peu électriques. Ce sont principalement des systèmes pneumatiques. Et en bas, vous avez également cette notion de piston ou de tiroir. Ici, on a un tube avec une cavité, avec un volume à l'intérieur. Et quand le tube se rétracte, le produit va s'écouler par gravité dans la sortie que vous voyez sous préleveur. Des systèmes dits à tube préleveur. Une petite vidéo pour illustrer mes propos. Donc en gros, vous avez le tube préleveur qui va faire des allers-retours, muni d'une cavité, d'un orifice à son extrémité. Donc vous voyez, le tube rentre dans le process, donc c'est la partie rouge. Il a collecté à un moment donné une quantité de produit. Le produit s'écoule par gravité à l'intérieur du tube préleveur et vient s'écouler ensuite dans le flacon de prélèvement. Bien sûr, il y aura des contraintes. Cet échantillonneur-là, comme les autres, ne pourront pas s'installer sur toutes les installations. Mais c'est pour illustrer la notion de préleveur dit à tube préleveur. Différentes configurations. Donc, celui que vous voyez en fonctionnement, c'est l'appareil qui se situe en bas, avec différentes configurations liées à certaines applications. Le système en haut, similaire, mais on sera plus orienté vers des applications hygiéniques, parce qu'on aura toujours la contrainte, je le disais tout à l'heure, il faut que l'échantillonneur soit facilement maintenable, facilement nettoyable, ou de façon automatique, ou de façon humaine, j'allais dire par l'intervention d'un opérateur. Mais dans tous les cas, en aucun cas, il faudra que votre préleveur vienne modifier, j'allais dire perturber l'intégrité de votre process et de vos produits. En bas à droite, là vous avez un autre système, un tube, un préleveur. Vous avez un tube qui est situé en diagonale à l'intérieur de la conduite avec une lucarne de prélèvement. Le produit va tomber dans cette lucarne, le tube oblique va tourner et donc va collecter ce produit, l'échantillon qui descendra en partie droite. Donc à chaque fois, on utilisera donc un tube avec un activeur pneumatique ou électrique qui viendra faire fonctionner, qui viendra animer ce tube préleveur. D'autres systèmes, pour notamment sur des systèmes des systèmes transfert pneumatiques, des échantillonneurs dits à dépression, aspiration ou par cyclone. Donc deux modèles qui permettent donc de prélever sur avec ces technologies-là. On sera sur des prélèvements un peu moins précis. Comme vous voyez un système à piston tout à l'heure, on prélèvera toujours un volume. Là, c'est le temps de l'ouverture de la vanne qui permettra de définir la quantité prélevée. Donc des produits adaptés à des lignes, plutôt à des lignes pressurisées. Alors une chose intéressante aussi, un classement des échantillonneurs par zone de prélèvement. Vous pouvez très bien décider de dire, voilà, moi je veux prélever à tel endroit précis dans mon process. Donc il faudra appel à des échantillonneurs qui vous permettent de faire un prélèvement ponctuel. Ça peut être une classification que l'on peut envisager. Et donc certains échantillons feront des prélèvements ponctuellement au niveau de votre conduite. Les échantillonneurs qu'on voyait également tout à l'heure peuvent être classés dans le classement dit des prélèvements d'une bande. C'est-à-dire que votre échantillonneur, dans son fonctionnement, il va prélever une bande de produits. Donc là, vous pouvez me dire, effectivement, notamment aussi bien sur le point rouge que sur le trait rouge, je ne prélève pas tout mon produit. Les zones grises, ce seront des zones qui seront quelque part jamais échantillonnées. C'est vrai. Ça sera des questions à se poser lorsque l'on définira le type de préleveur. Et enfin, des préleveurs dits à disque, c'est-à-dire, alors là, le cercle, vous imaginez une conduite vue de dessus, où vous avez le produit qui descend dans cette conduite. Et il y a des dispositifs de prélèvement d'un disque de produit. C'est-à-dire que le préleveur, en un passage, va prélever un disque de votre produit.
je l'ai illustré parce que c'est toujours... bon, c'est seulement pour certains métiers, mais c'est un échantillonneur qui existe dans notre gamme. Et j'ai trouvé toujours très intéressant parce que là, on prélève véritablement un disque et ça, je trouve ça toujours très, très intéressant. Malheureusement, c'est valable que pour certaines applications. Donc, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle un bec de pélican là, qui vient balayer complètement le disque et par gravité, on vient récupérer le produit dans un flacon. Pour tout ce qui est céréales, semences, etc., on verra beaucoup ce type de préleveur. Alors ensuite, le classement, donc on a dit par technologie, par mode de prélèvement ou par mode de constitution de l'échantillon. Alors, on aura des préleveurs dits volumétriques, c'est-à-dire que le préleveur, ici, celui-ci, à chaque coup de piston, prélèvera un volume de produit. Et ce sera toujours le même produit, le même volume de produit. Puisqu'on est sur une chambre de prélèvement qui est constante. Et donc, à chaque fois que le piston rentrera dans le process, on prélèvera toujours une même quantité de produit. Donc, première classe des préleveurs dits volumétriques. Préleveurs continus, c'est-à-dire que les préleveurs dits technologie à aspire, ce sera des préleveurs avec lesquels on pourra faire du prélèvement continu. Bon, et là, ceci étant, il faudra bien définir le préleveur, parce que qui dit prélèvement continu, si vous avez un préleveur qui prélève 1 kg tous les quarts d'heure, et si vous voulez échantillonner pendant un batch de 6 heures, vous imaginez les quantités prélevées derrière. Donc ça sera possible dans certaines conditions et seulement pour certaines applications. Mais le prélèvement continu est possible avec ce type de préleveur. Et donc le classement de prélèvement séquentiel, séquentiel, c'est le fameux pélican où on va faire un passage, on ne prélèvera pas un volume, on ne sera pas en prélèvement continu, mais on va prélever à un instant T, on va faire un prélèvement de X quantité, qui variera en fonction de votre débit, parce que si le débit est plus important, on prélèvera davantage dans ce mode séquentiel. Voilà, on a balayé ici les différentes solutions. On avait vu le produit, on a vu les raisons de pourquoi, on a vu les produits, on a défini ensemble le produit, on a identifié la solution d'échantillonnage, reste à l'installer. Et ce sera à votre charge. On arrive au terme de cette présentation. On a vu le pourquoi. Et j'allais dire le pourquoi d'échantillonner. Les raisons d'échantillonner sont, à mon sens, nombreuses et évidentes. Je reviendrai sur les aspects sécuritaires qui est, à mon sens, le point primordial, qui est le premier leitmotiv de la mise en place d'une prise d'échantillon. Mais elles sont nombreuses, elles peuvent être techniques, etc. On l'a vu tout à l'heure, et elles sont évidentes. Les solutions d'échantillonnage, elles sont nombreuses aussi. Il y existe des possibilités très nombreuses d'échantillonneurs, mais le diagnostic de la bonne solution est moins évident. Vous avez vu, il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Le produit, comment vous l'échantillonnez, quelle est votre installation, quelles sont vos contraintes, etc. Donc s'il est facile de dire, oui, je veux mettre en place une prise d'échantillon, laquelle, j'allais dire, ça ne s'improvise pas. Et qui plus est, et j'en conclurai par là, c'est que un préleveur est en général déterminé pour une application. C'est-à-dire que lorsque vous aurez fait tout ce travail pour votre installation, pour une certaine installation, vous définirez une prise d'échantillon. Vous avez une autre installation sur laquelle vous souhaitez mettre en place une prise d'échantillon. Il ne faudra pas vous contenter de dire « voilà, le travail que j'ai fait sur cette installation-là, enfin l'échantillonneur que j'ai installé fonctionne très bien ». Je prends le même et je le remets en place sur cette nouvelle installation. Si c'est une compie conforme, ok, pas de souci. Mais notre pire ennemi, c'est ce fameux « j'ai cet échantillonneur-là qui marche très bien, je veux la même chose ». Parce que souvent, il y aura un petit paramètre qui modifiera, qui changera. Et si on ne prend pas garde à ce petit paramètre, la prise d'échantillon, le préleveur qui fonctionnait très bien pour la première application, ne fonctionnera pas dans ce nouveau cas. Donc,
retenez qu'une prise d'échantillon se raisonne application par application. Et si vous avez trois sites ou 3 installations différentes à équiper, tout le travail qu'on vient de balayer ensemble pendant ces 45 minutes, il faudra le refaire et vous reposer à chaque fois toutes les questions que j'ai pu balayer ici. Je vous remercie de votre attention. Avant de vous laisser la parole pour d'éventuelles questions, j'aimerais dire que j'ai balayé ici en 45 minutes un aspect assez large. Bien sûr, j'ai sans doute oublié peut-être des technologies moins connues, etc. Mais j'allais dire, j'ai essayé en laps de temps qui m'était imparti de vous donner un vernis le plus large possible sur le pourquoi et le comment mettre en place une prise d'échantillon sur des poudres et granulés. Merci encore une fois de votre attention. Merci à tous pour votre attention et merci à Didier Mellet pour cette intervention. Donc c'est le moment maintenant de lui poser des questions si vous en avez. Il reste à votre disposition. Voilà. Souvent, je suis à votre place et je sais que c'est toujours très difficile, mais bon, n'hésitez pas si vous avez des incompréhensions sur des techniques, sur des choses sur lesquelles je n'ai pas été précis. N'hésitez pas. Maintenant, allez-y. Merci. Merci. Merci pour la présentation. Je vous en prie. Moi, je suis de la société Valorœuf. On fait de la poudre d'œuf pour l'alimentation animale. Et la question qu'on se pose justement sur les prélèvements, c'est quelle technologie est plus adaptée à de la bactério sur les prélèvements? Alors vous voyez, je ne vous ferai pas une réponse comme ça. Parce que je vous dirais, bon, il faut qu'on travaille sur notre cahier des charges. Parce qu'il y a tellement de paramètres. Ce que je vous dirais sur la poudre d'œuf, je pense qu'on a déjà échangé. La poudre d'œuf. Alors on a besoin de connaître les caractéristiques de votre produit. On sait que c'est des produits très sensibles. On sait que c'est le genre de produits qui, s'ils reprennent un peu de l'humidité, peuvent devenir très collants, très, très cohésifs. Alors, si vous voulez, dans les produits que l'on a travaillés, vous avez vu tout à l'heure un échantillonneur Aspire, parfaitement adapté pour des poudres sèches. On a conçu cet échantillonneur pour qu'il soit le plus simplement possible démontable. On a travaillé avec des professionnels, des industriels qui un jour m'ont dit non, votre échantillonneur ne va pas parce qu'il y a trop de pièces en contact avec le produit. Donc je me souviens de ce rendez-vous, on a complètement décortiqué une ancienne version. On a reconçu cette nouvelle version avec un nombre de pièces en contact, avec un nombre minimum de pièces en contact avec le produit. Ce qui veut dire que cet échantillonneur-là va être démontable vous aurez 4-5 pièces sur votre bureau, maximum. Ces pièces seront facilement nettoyables, l'échantillonneur facilement réinstallable. Donc pour moi, pour résumer, sur la poudre d'œuf, où vous avez des contraintes, le produit, pour moi, j'allais dire, si on ne part pas sur des risques de reprise en humidité, une spire fonctionne très bien. Un échantillonneur qui soit complètement nettoyable, que l'on peut stériliser, passer à l'autoclave, un système Aspire dont j'évoquais, c'est parfait. Donc moi, par rapport à votre type d'application, je partirais sur ce système Aspire qui a été, j'allais dire, il était à l'origine un système industriel, mais au regard des besoins des demandes, on l'a modifié, on l'a adapté justement pour des applications alimentaires ultra hygiéniques. Donc je dirais, mon verdict, un peu au contrôle. Merci. D'autres questions? Ou tout est clair? Bon, je peux faire ma petite pub, sinon vous pouvez passer nous voir sur notre stand. On est Hall D, stand 419, et on répondra à toutes vos questions avec grand plaisir. Merci. Oui. Merci. Moi, je travaille chez Adiceo qui fait des additifs pour la nutrition animale. Donc, on a de la chimie et de la formulation. Ouais. Je sais que votre présentation était orientée sur les prises d'échantillons automatiques de granulés de poudre. Nous, on a quand même pas mal de problématiques sur les liquides et notamment sur des prises maçons. Assez classiques. Des prises maçons, manuelles. On abaisse un levier pour prendre l'échantillon. Oui. Les problématiques que moi je vois, c'est sur les échantillons de liquide. On a des tuyauteries qui s'encrassent,
et ça devient, ça vient fausser selon moi certaines analyses. Au fil du temps, on voit des dérives qui peuvent être dues à cet encrassement. Oui. Est-ce qu'il existe des solutions qui peuvent remplacer une prise maçon et qui restent assez simple de mise en œuvre sans devenir en termes industriels un coût important pour remplacer tout ça? Sur du manuel, automatique? Alors, là c'est du manuel, mais même en envisageant de l'automatique. Alors, l'idée effectivement, ça sera d'avoir une prise d'échantillon qui va se trouver au plus proche du cœur de votre process. Le but du jeu, effectivement, c'est d'éliminer toutes les conduites, les canalisations qui peuvent s'encrasser. On a dans notre gamme des vannes dites affleurantes, c'est-à-dire que vous avez, je dis n'importe quoi, une conduite, j'ai pas de 250 mm ou moins, enfin peu importe. La vanne viendra s'installer directement sur cette conduite. On sera affleurant, donc aucun volume mort. Et l'intérêt de cette vanne-là, ce sont des vannes qui peuvent être stérilisables ou nettoyables par une solution de nettoyage. Connectée, une fois la vanne installée, vous pouvez la connecter via, je ne sais pas si vous utilisez des cibles, des solutions de nettoyage, etc., ou éventuellement de la vapeur ou autre chose. L'intérêt de cette vanne-là, vous êtes installé sur votre process. Avant votre prise d'échantillon, vous faites un nettoyage vapeur si vous avez besoin de stériliser. Vous faites votre prélèvement affleurant, donc la membrane va s'ouvrir, va libérer un orifice directement de votre process. Donc on sera sur du produit, votre produit au cœur de votre process. On fait son prélèvement, vous refermerez cette vanne et dès que la prise d'échantillon est terminée, vous pouvez faire circuler à l'intérieur de cette vanne la solution de nettoyage pour véritablement nettoyer le produit. C'est les mêmes problématiques c'est ce type de vanne qu'on utilise notamment sur des masses de cacao. Vous imaginez une substance cacao, quand c'est chaud, tout va bien, ça se prélève, ça coule, mais dès que ça refroidit un peu, ça prend en masse, et ça vient tapisser le corps des tuyauteries, le corps des vannes. Donc l'intérêt, c'est que dès que la prise d'échantillon est faite, là en l'occurrence, ça se fait avec un soufflage à l'air. Mon client fait un soufflage à l'air, ou alors on peut, s'il y a la possibilité, c'est faire passer une solution de nettoyage dès que la prise d'échantillon est terminée, à l'intérieur de cette vanne, et comme ça, lorsque vous revenez faire votre prise d'échantillon, votre vanne est prête et nickel, et ça se fait très bien. Et ce n'est pas du gros échantillonneur industriel, donc on reste sur des coûts, honnêtement très, très raisonnables. Mais pour moi, c'est la solution qu'il faut envisager par rapport à votre type d'application. D'accord, merci beaucoup.